Du moment où on devient chaver, non, c'est pas que c'est pas n'importe qui au niveau personnalité. C'est pas, on parle pas d'accepter des gens qui sont riches, qui sont pauvres, ça on s'en fout. C'est profil. Du moment où on devient chaver kibbutz, non, pire que ça. Du moment où on devient chaver kibbutz, on ne peut plus rien faire. Un chaver, on ne peut pas le renvoyer. Un chaver, on ne peut pas le mettre de côté. Un chaver, c'est un chaver. Il a tous les droits de vote, de décider. Il a les droits exactement comment. C'est-à-dire que demain matin, on accepte un couple, ok, et on va les faciliter parce que, oui, on va pas comparer aussi les jeunes qui ont des problèmes de logement et l'époque où on devait peupler le pays et qui venaient de la Shoah et qu'ils n'avaient pas de famille et tout ça. C'est pas la même chose. Non, d'accord. Attends, je suis fini. Du moment où il devient chaver et qu'on ne peut plus rien faire, donc avant d'accepter quelqu'un, il faut bien réfléchir qui il est, d'où il vient. C'est un voleur. Là, je rentre dans des cas extrêmes. C'est un voleur, il a des problèmes de... Enfin, on n'a pas besoin de 3 ans pour vérifier si quelqu'un est... Et après, il suffit de vérifier s'il y a... Non. On reçoit aussi... Il y a ce côté-là au niveau de l'honnêteté, et il y a le côté vivre dans un kibbutz, c'est au niveau partager le concept de recevoir et aussi donner. Le concept, c'est pas du tout facile de vivre en société. C'est pas, on reçoit que les élites. Est-ce que tu es vraiment fait pour vivre en société, vivre avec des gens qui vont peut-être aussi se mêler dans ta manière de vivre, et que toi aussi tu vas te mêler dans leur manière de vivre? C'est pas évident du tout. On demande pas des examens. Non. Non, je parle de devrait passer l'examen. À l'époque, on n'avait pas besoin de passer. Alors, attends, je vais peut-être préciser c'est quoi les 3 ans. C'est-à-dire que ce même couple qui dit je voudrais être accepté au kibbutz, ça me plaît, ça m'a l'air bien, on lui dit il n'y a pas de problème. Surtout qu'on fait énormément de campagnes publicitaires pour faire venir les gens. C'est pas que. Précisons qu'il y a quand même un chiffre, parce que vous avez le chiffre, il y a 2500 nouveaux habitants dans les kibbutzim ces 2 dernières années. Donc ça marche. La différence entre à l'époque et aujourd'hui, quand on veut venir au kibbutz, à l'époque on rentrait dans un kibbutz parce que, comme l'a dit Simon, il y avait et le côté on arrive dans une grande famille parce qu'on n'a pas de famille, okay, ou alors on arrive dans une grande famille parce qu'on quitte nos parents, même si ce n'est pas dans le cas de la Shoah, comme l'a dit madame tout à l'heure, ou Simon. Même si je débarque, je quitte ma famille, j'ai 16 ans, je monte en Israël, ce qui était il y a 40 ans, ou ce qui était il y a 30 ans, même à mon époque quand je suis monté en Israël, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. D'accord? Donc il n'y a personne, j'ai pas de famille du tout en Israël. Je viens, il y a une grande famille qui me reçoit, c'est super, c'est sympa, je vais essayer, et puis je reste. D'accord? Aujourd'hui, il y a énormément de solutions quand on monte en Israël, et quand quelqu'un vient au kibbutz, on ne sait pas toujours s'il veut venir au kibbutz par idéologie, pour justement vivre en société et s'élancer, ou par intérêt. Ça peut être un intérêt parce que je ne trouve pas de travail. Ça peut être un intérêt parce que j'ai pas envie d'aller étudier, machin. Ils vont me causer un petit truc, ils vont me mettre jardinier, machin et tout, on va s'arranger. Et il y en a plein comme ça, qui rentrent que par intérêt, pour dire, oh, je vais vivre la vie pépère, ils vont me trouver un boulot, je vais me lever le matin à 8h, je vais finir à 4h. Et j'ai tout, j'ai la maison, je paie pas l'électricité, je paie pas les aliments, on me donne de l'argent en plus, on me donne un budget, c'est super. Qui c'est qui voudrait pas ça? Donc il faut bien filtrer. Qu'est-ce que vous allez faire en donnant, tu peux donner des exemples concrets? Il y a un problème. Non, attends, juste avant de donner un exemple concret, juste je finis pour m'expliquer, parce que j'ai peut-être mal expliqué c'est quoi les 3 ans. Non, je t'ai mal expliqué c'est quoi les 3 ans. Ça veut dire que ce même couple, avec des enfants, sans des enfants, ce même couple, il débarque, il dit je veux venir au kibbutz. Il n'y a pas de problème, d'abord tu remplis un formulaire. Il remplit un formulaire au niveau des questions qu'on pose, plus ou moins, on voit que c'est bon, il dit ok. On l'envoie passer à graphologue pour voir au niveau de son écriture. Aujourd'hui, c'est une manière de tester sans connaître les personnes. On regarde au niveau de son écriture s'il est fait pour vivre en société. Parce que pas tout le monde est fait pour vivre en société. Ouais, bon, il y a des d'accord. tests. On finit les tests,
on regarde s'il a un casier judiciaire, on regarde, ça s'appelle Teudat Yosher, pour voir si c'est une personne qui n'a jamais eu de problème au niveau honnêteté dans le passé. Et si tout va bien, on lui dit, Baruch Haba, viens, rentre. Okay. Et il devient kibboutzik avec toutes les conditions comme un vrai kibboutzik. Juste pendant 3 ans, entre 2 et 3 ans. Il est à l'essai. Il a laissé. Il vit comme un kibboutzik, il n'est pas essai, et à partir de ce premier jour, son premier jour de kibboutzik compte. Et pendant ces 2 ou 3 ans, on apprend à le connaître. Vraiment, on vit avec lui et on apprend à le connaître. Mais il n'a pas le droit de vote. C'est la seule différence. Il n'a pas de droit de vote. Au bout de 3 ans, au bout de 2 ans, ça dépend si ça se fait plus ans, au bout de 2 ans ou 2 ou 3 ans, il y a un an, c'est pas au bout de 3 ans, c'est même pas au bout de 2 ans ou 3 ans, c'est au bout d'1 an, ça s'appelle Klita, ça veut dire que tu as été reçu pendant 1 an, on va dire, après il est Meumad, c'est-à-dire qu'il passe de Shlab, il reçoit, mais déjà après 1 an, on peut lui dire non, c'est pas fait pour toi. Et l'année d'après, après 1 an, 2 ans, ça dépend si sa femme elle tombe enceinte, elle tombe pas enceinte, ça se retarde, il y a plusieurs choses qui retardent la situation, mais au bout de 3 ans, du moment où il a le tampon, tu es kibbutznik, ça veut dire qu'il a les mêmes conditions qu'une personne qui habite depuis 40 ans là-bas. Oui, et c'est pas évident. Il est possible qu'au bout des 3 ans, il soit renvoyé dans ses foyers. Et il repart, mais Quand il dit ok, tu es venu tu as travaillé pendant 3 ans. Il s'en va. Oui, il peut partir de lui-même, mais non, il n'a rien perdu parce que pendant 3 ans il a travaillé, pendant 3 ans on lui a donné en échange autre chose. Il a rien. On lui fait comprendre qu'il faut qu'il parte, non? Oui, non, on lui dit tu n'es pas accepté. Il y a un vote. C'est ça, il y a un vote. C'est pas, il y a un vote. C'est démocratique et puis il y a tous les chaverim, les camarades, si je traduis, du kibbutz viennent et puis c'est un vote aussi, on dit ça sur petit papier que personne ne sait qui c'est qui a voté. Un vote secret. Pour lui, secret, personne ne sait pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est tout. Mais on n'attend pas 3 ans d'avoir la réponse, c'est pas du tout ça. C'est 3 ans de test pour savoir s'il est adapté ou pas adapté. Votre question, il faudrait la poser aux gens. Ils ne veulent pas les kibbutz. Ils veulent y aller, s'installer, prendre la maison, mais ils ne veulent pas vivre dans les kibbutz. Ils veulent habiter à Tel Aviv, ils veulent habiter à le problème qu'il faudrait pour disperser, il se pose justement tout à fait en dehors. Il se pose dans le fait que nous n'arrivons pas depuis tous les dizaines d'années, des centaines d'années, à développer un métro rapide dans un pays qui est grand comme 2 départements français en grand, et un métro de RER. Les gens habitent à Orléans et travaillent à Paris. Et ça ne les gêne pas du tout, parce qu'ils en ont pour 20 minutes. C'est la réforme des transports. Ou un peu plus, d'accord. Et ici, on n'arrive pas à mettre en place ce train, même pas jusqu'à Jérusalem, je ne parle pas de faire Modi'in, ou ceux qui sont déjà en place, les gens qui travaillent sur le transport, les Vadim, ils travaillent d'une façon catastrophe, ils achètent des caronnes qui prennent feu, ils arrivent jamais à l'heure, les gens, ils en ont marre de ça. Et quand notre Katz, c'est pas qu'il est un peu marrant, mais qu'il se met en colère et dit je veux faire une affrata parce que j'arrive pas à faire marcher l'affaire, alors là, tous les vadim me disent comment affrata? La SNCF, ça doit être national. Mais alors qu'il a fait se marcher la SNCF, puisqu'on fait on veut absolument faire disperser de la concurrence partout. Je ne dis pas qu'il faut faire de la concurrence avec le train, mais le train, il faut qu'il marche. Il faut qu'il marche. Et alors là, si Modi'in se retrouve à 10 minutes de Tel Aviv, on peut faire pas très cher, il faut faire des trucs, il y a de la place. Mais si le matin, il faut avoir une voiture et se taper un bouchon de 3 quarts d'heure à l'avant et 3 quarts d'heure pour revenir à la maison, etc., chaque jour, on n'y va pas, on va être
On s'est éloigné du kibbutz, mais je pense que la réforme des transports est un bon sujet. D'ailleurs, elle est urgente. On pourrait faire un débat parce qu'on a un haut fonctionnaire du ministère des Transports qui est français, que sûrement Non. vous connaissez. Ça pourrait être un bon débat. Non, mais alors, juste pour répondre On ne aussi, parle pas des pas des trains. Ah, puis voilà. On en parle des conditions Pour la d'entrée question, de pour la question que les associés vous expliquer, pour la question du kibbutz, il est religieux. Maintenant, s'il y a un monsieur de Dizengoff qui adore manger du cochon, il peut aller vivre avec lui. Hein? Il peut l'accepter chez lui, dans sa maison, comme voisin. Ils vont se disputer la semaine prochaine. même on va dire un Haredi de Beth Arillite. Là, c'était net. Non, mais celui de Beth Arillite n'a aucune chance non plus de rentrer à Migdalos. Pour revenir à la question de l'habitation, on va venir parler de ça maintenant, mais ils n'ont pas besoin, ces mêmes jeunes n'ont pas besoin d'aller dans les kibbutzim. Tout le sud d'Israël est vide et presque donné au niveau habitat. Donc, il y a plein de maisons à Arad, à Beersheba, à Kiryat Gat, à Kiryat Malachi, où les prix sont... On ne parlait pas seulement du logement pas cher, mais surtout l'idée d'un certain Non, mais je parle de ces mêmes manifestants. Enfin, sur Rothschild, l'herbe, il la fume. J'ai une question et une remarque en fait. La question c'est qu'est-ce que produisent aujourd'hui les kibbutz en fait en dehors de l'agriculture? Est-ce qu'il n'y aurait pas une reconversion vers des activités culturelles? On l'a dit avant que j'arrive, en fait, il y a 9,2% de la production industrielle, il y a 350 usines. Et donc ça marche. Quoi. Le plus gros kibbutz, le plus riche d'Israël. Culturel, etc. Est-ce que le kibbutz ne pourrait pas être l'endroit où se fait ce tourisme? Il y a de plus en plus. Aujourd'hui, les kibbutz, il y a le Dardout Ta'asianim de kibbutzim, qui est un groupe à part, qui est très riche, et sur lequel ils ont certains de leurs kibbutzim qui font quasiment que de l'export. Parfois, il y a des kibbutzim high-tech aujourd'hui, que du high-tech. Il y a des kibbutzim qui ont fait développer certains produits agricoles, pas des produits agricoles, l'eau là. Non, l'irrigation. Qui est au meilleur niveau du monde aujourd'hui. Tout vient des kibbutzim. À chaque fois, je confonds les noms et tout, mais enfin, j'ai visité ces kibbutzim. Biotech de Zélio. Biotech, il y a aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a l'énergie solaire. Qui aujourd'hui aussi vient des kibbutzim. Les kibbutzim qui se sont privatisés et qui se sont lancés dans les techniques modernes, aujourd'hui, ils marchent très très bien. J'ai vu des kibbutzim récemment, l'année dernière, j'ai fait un reportage avec une télévision française dans les kibbutzim. On a cherché les kibbutzim les plus riches du pays. Et en fait, au mouvement des kibbutzim, ils ne voulaient pas tellement qu'on aille là-bas, parce qu'ils savaient qu'on allait un peu montrer la vie est belle. Et en fait, on a fait, un peu dans votre sens, on est allé voir des gens qui étaient au kibbutz il y a 40 ans et qui étaient retraités et qui ne reconnaissaient pas leur kibbutz du tout. Et d'un autre côté, tout le monde, toutes les familles avaient une ou deux voitures et ils avaient des maisons, mais trucs qu'on voit qu'à Savion. Donc c'était plus le kibbutz, les vieux étaient nostalgiques. Mais les vieux du kibbutz, ils avaient de l'argent. Ce qui n'était pas possible dans les kibbutzim qui avaient coulé. Et il y a des kibbutz qui font du tourisme naturel. Non, les kibbutz qui font des hôtels, qui accueillent Les kibbutz hôtels, les kibbutz hôtels, c'est de Veilan déjà, c'était reconverti en hôtel. C'est plus kibbutz, c'est juste un hôtel. Tout ce qui est tout le nord. Tous les kibbutzim du nord du pays, le tourisme, c'est leur principal. J'entends rien. Voilà, ça va. J'ai pas fini, je finis ma parce que à la fin, juste une remarque. À la fin de sa vie, Martin Buber, il écrit dans ses livres, dans ses écrits, que le kibbutz c'est un exemple de socialiste qui a réussi. Mais il disait en fait, où ça a réussi, c'était les rapports entre Ben Adam et Favero, c'est-à-dire entre son prochain, et c'était pas un lieu spirituel, par les kibbutz bâtis. En fait, est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas ça le problème? C'est-à-dire que finalement c'était un espace matériel. Vous comprenez ce que je dis?
Je n'entends pas rien. Je dis un espace matériel, en fait matérialiste, et donc après finalement c'est un peu logique finalement que les gens des kibbutz sont tournés vers le libéralisme, vers le marché, etc. Et même au niveau du kibbutz religieux, moi je trouve, moi j'étais dans un kibbutz religieux dans le sud, au niveau spirituel c'est un peu léger quoi. Il n'y avait même pas office le Shabbat matin, etc. Donc, non, il y avait la synagogue, mais je veux dire au niveau étude de Torah et au niveau pratique des mitzvot, c'est un peu léger quoi. Donc est-ce qu'aujourd'hui on n'aurait pas besoin... C'est pas de quel kibbutz vous parlez. Mais... On n'était pas obligé de manger du cochon. Yael dans le sud. Yael, il faut se réformer. C'est réformé, c'est pas libéral. Et kibbutz, on a pris pas une chose. Et est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité aujourd'hui de créer en fait un vrai kibbutz spirituel? Alors, je voudrais vous parler. Sans tracteur. Alors, il y a un phénomène dont on n'a pas du tout parlé, qui est un phénomène tout récent, c'est le kibbutz urbain. Il y a, ces dernières années, il y a eu des kibbutzim dans les villes, il y en a à Jérusalem, à Gilo. Ramat Rachel. En ville, le kibbutz, Ramat Rachel n'est pas un kibbutz urbain, un kibbutzim qui s'installe au cœur d'une ville, d'un quartier, pour essayer de changer à Gilo, en l'occurrence. Le premier, et ça c'est intéressant de connaître l'histoire, le premier kibbutz urbain s'appelle Mikvan, il est à Sderot, il a été créé par la petite fille du fondateur de Yaakov Razan. Par la fille, ou la petite fille sûrement, la petite fille de Yaakov Razan, c'est un des dirigeants du MAPA. Elle, quand elle est venue, Nomika elle s'appelle, l'idée du kibbutz urbain, ça veut dire on était trop tourné vers nous-mêmes, c'était ça son discours, le kibbutz était refermé sur lui-même, on ne voyait pas ce qu'il y avait en dehors du Gader qui avait été créé d'abord pour nous séparer de l'ennemi arabe pendant la guerre, et la Gader, disait-elle, est restée. Et on n'a pas vu les Israéliens de l'autre côté. Que faire? Comme elle aimait l'idéologie du kibbutz et du partage, c'est créer une communauté collective au sein d'une ville. À l'occurrence, à l'époque, on ne parle pas de Sderot, à l'époque où ils se prenaient des roquettes, je parle d'il y a 20 ans, donc une ville de développement avec de nombreuses difficultés économiques. L'idée, c'est on va créer, nous on va vivre en collectif, il y a une rue ou deux rues où les gens partagent tout, il y a une maison qui est désignée pour le réfectoire et on achète tout ensemble, etc. Mais on va s'investir non pas dans la construction de notre kibbutz, mais on va s'investir dans la ville. Et étonnamment, non seulement ça a marché, Mikvan se sont retrouvés, ils produisent du social. C'est-à-dire qu'ils sont là et ils ont une vie sociale dans la ville de Sderot. Et ils ont fait des activités, donc ils ont un mouvement de jeunesse pour les jeunes de la ville, ils sont allés aider les pauvres, etc. Et pendant la guerre, quand Sderot a commencé à recevoir, au fil des années, que Sderot est devenu un endroit où les gens souffraient pas seulement de la pauvreté et du chômage, mais des roquettes, alors ils se sont unis à ce moment-là, il y a quelques années est arrivé à Sderot une yeshiva, Yeshivat Esder et un Garin Torani, un groupe de juifs religieux avec la même idée, et c'est, à ma connaissance, une des premiers endroits dans le pays où les deux groupes se sont mis ensemble pour travailler ensemble, c'est-à-dire les Yeshivat Esder de Sderot et les familles autour de la yeshiva et les familles du kibbutz urbain qui, eux, ont une idéologie socialiste complète. J'étais là-bas, ils mangent, ils n'ont pas de cuisine à peu près à la maison, ils mangent comme au kibbutz, juste ils se disent, notre but, notre présence ici, c'est tourner vers Sderot. Le kibbutz urbain, c'est encore nouveau, il y a aujourd'hui 10 kibbutzim urbains en Israël, c'est-à-dire ça représente quelques centaines de personnes, c'est peut-être ça aussi l'avenir. Non, non, il y en a Chavia aussi. Ça s'appelle comment? Non, sérieusement. Un kibbutz à Chavia? Oui, je ne connais pas ça. Sderot, en tout cas, c'est un exemple, donc c'est peut-être aussi une solution pour l'avenir. Quelqu'un Sarah voulait dire un truc. Ça, je vais toujours dire. Par rapport à la réflexion de Emmanuel. Ça s'appelle comment ce kibbutz urbain? Kibbutz urbain. À Sderot, Mikvan. Ils ont un site internet très, très sympathique. Et donc, ce que tu disais par rapport aux jeunes qui manifestent en ce moment, etc., avec le retour à l'écologie, et je pense que, bon, je n'habite pas dans un kibbutz, mais je connais un des kibbutz particulièrement bien, et c'est pas forcément l'atmosphère champêtre aussi, c'est-à-dire qu'il y a une qualité de vie pour éduquer les enfants, y aller les gens. Bon, c'est vrai que les portes, elles sont à peine fermées à clé dans les maisons, donc il y a une espèce d'atmosphère qui est
mais il y a aussi tout le côté du kibbutznik où il faut donner. Par exemple, quand les gens travaillent à l'extérieur en kibbutz, s'ils travaillent dans la journée, c'est le soir, c'est la garde, et c'est jusqu'à 3 h du matin avec la garde armée. Parce que c'est ce qu'il faut qu'ils donnent au kibbutz. Donc c'est pas que le côté bucolique, retour à la campagne, c'est vraiment une idée. Moi je pense que oui, il faut être testé, parce que c'est pas tout le monde. Par exemple, moi, j'ai pas honte de le dire, excusez-moi, mais je ne me verrais pas du tout vivre en kibbutz. Pas du tout. De tout partager, d'avoir la lessive en commun avec tout le monde qui vient prendre des affaires. C'est très bizarre pour moi. C'est un concept très bizarre. Ouais, très avec les chemises qui sont quasiment automatiquement transformées en rouge. Celui qui s'occupe du linge, il a mélangé le programme. Je ne voulais pas vous décevoir, mais c'est un concept très difficile pour moi, parce que je vois à quel point c'est partagé, c'est pas que des mots, c'est vraiment le partage. Dans votre livre, ça se termine mal. Votre livre, il se termine mal. Il commence mal. Non, pas tellement, je crois pas. Oui. Et c'est celui au début, et le fils revient. D'accord. Non. Ça a l'air un peu, on va dire, pessimiste. Ah non, je ne dis pas que le kibbutz a réussi à s'intégrer. Mais le fils revient en Israël. J'ai pas compris. Non, on commentait le livre, mais je vous conseille en hébreu ou en français, selon la langue. Premier jour de l'hiver. Quelle est l'évolution des kibbutz en Israël dans leur diversité, dans tous les modèles que vous avez décrits? Est-ce que ça va plutôt en augmentant, en stable ou en diminuant? C'est-à-dire dans le nombre, dans le pays. Dans le nombre ou dans le... Alors, il y a eu une baisse. Et dans leur importance, quoi, ils ont, depuis ces dernières années, il y a eu une grosse campagne pour faire venir des gens. Les kibbutzim se sont ouverts dans le sens où on peut louer aujourd'hui dans les kibbutzim, on peut participer aujourd'hui. Il y a une ouverture de beaucoup de kibbutzim, on dit venez tenter l'expérience. Ça a marché dans certains kibbutzim qui se sont ouverts. Ces 2 dernières années, il y a une augmentation alors qu'il y a eu une chute catastrophique dans les années 90. C'est en train de revenir. Évidemment, ça revient aussi dans les kibbutzim privatisés où on peut louer, où on peut participer, dans certains kibbutzim, donc des gens qui étaient employés du kibbutz ont dit bon, si déjà on voudrait vivre dans le kibbutz, et on leur a vendu des maisons, et donc ils n'ont pas à nouveau, ils n'ont pas le même statut, ils ne peuvent pas toujours voter, etc. Mais il y a un retour malgré tout, vers un retour au kibbutz, sans pour autant, je dirais, sans un retour au kibbutz des années... on est très loin de... Ça sent tout ça, un chaleur. C'est souvent... c'est même pas, parce que c'est rarement agricole, c'est pas les agriculteurs, c'est pas les kibbutzim agricoles qui marchent. Ah oui, ça aussi c'est important. C'est pas les kibbutzim agricoles qui accueillent le plus de gens. Là où les gens arrivent le plus, c'est dans les kibbutzim qui ne sont pas agricoles et qui sont plus industriels. Et ça, la lutte... Non, un type qui est au chômage. C'est vrai que dans le sud, il y a des kibbutzim qui se sont ouverts, qui ont dit voilà, on a besoin d'employés pour la nouvelle usine moderne, etc. Avant, on avait 3 types avec les vaches, et aujourd'hui, on a ouvert d'autres... Non, mais aujourd'hui, il y a un robot qui va traire les vaches. Ouais. Non, ce que je dis, c'est que, bien sûr, c'est pour ça que je dis que tout ce qui est agricole aujourd'hui est moderne, donc il y a eu moins besoin de personnel. Donc là où ils ont ouvert d'autres industries, d'autres boîtes et dans le high-tech, etc., donc ça a engagé beaucoup de monde. Sans oublier, on parlait des avocats aujourd'hui. Quel kibbutz n'a pas besoin d'avocats? Mais alors, je ne comprends plus rien. Alors ça veut dire que quelle est la qualité de vie? Je veux dire, dans ces kibbutzim privatisés où on fait appel à la main-d'œuvre, quelle est la différence entre vivre là ou vivre dans un village ou dans la périphérie des villes? Je veux dire, est-ce qu'on a quand même... Vit dans un kibbutz encore? Mais oui, je veux dire, ta qualité de vie en tant que réseau social. Par exemple, des personnes qui se retrouvent seules ou quoi, est-ce qu'on souffre moins de solitude? C'est quand même un grand problème de société maintenant. Hein, quand on est membre d'un kibbutz, je te parle de ces kibbutz privatisés. Hein. Des retraités ne vont pas rentrer dans des gens qui vivent seuls et des gens, ils ne trouveront pas leur place dans un kibbutz aujourd'hui. Là, je parlais plutôt de jeunes couples. Quand on parlait de 2500 personnes,
personnes, hein, pas famille. On parle de jeunes qui travaillent, enfin de jeunes moins jeunes, enfin, de gens qui ont été employés dans les kibbutzim et qui sont rentrés à kibbutzim dans lesquels ils travaillent. On parle pas de, c'est impossible quasiment aujourd'hui d'entrer un kibbutz en étant retraité ou de venir pour essayer de chercher une société qui... mais ça pourrait être une réponse, justement. Enfin, non, je m'excuse, mais on a quand même des problèmes de société. Non, ceux qui vieillissent, qu'on n'avait peut-être pas il y a 40 ans. Le kibbutz prend en main ceux qui vieillissent dans le kibbutz. Ce problème, mais le kibbutz ne va pas venir tout comme les juifs. Encore une fois, le kibbutz, c'est même les juifs vont faire des kibbutz le kibbutz ne peut pas que donner. Il est là pour donner et recevoir aussi en échange. Oui, mais si tu as par exemple des personnes d'un certain âge, qui par exemple ont des pensions, sont pensionnés, etc. Donc ils donnent cela à la communauté. Ça c'est encore autre chose. Peut-être est-ce qu'il ouvrira est-ce qu'il y a un accueil social, un centre d'accueil social. Cette part-là, cette même personne rentrera à sa pension, mais cette même personne peut-être fera partie de la vie sociale, mais ne sera pas Chaver Kibbutz. On parle de Chaver Kibbutz. Vous savez combien il y a de c'est quand même membres de un kibbutzim début, à la Knesset aujourd'hui? Alors là, je trouve qu'il y a un ratage. Combien il y a de quoi? Combien aujourd'hui il y a de députés qui vivent dans les kibbutzim? Quand on sait que 60% des députés de la première Knesset vivaient dans les kibbutzim. Maintenant, enfin une. Oui, donc il y avait Chaim Oron, mais il n'est plus à la Knesset. Si vous avez un autre chiffre, je vais peut-être oublier quelqu'un, mais à ma connaissance, il n'y a plus qu'une députée qui est ministre de l'agriculture. Voilà. Mesdames et messieurs, merci. Mais en fait, ce que vous dites comme conclusion, c'est que pour ne pas que les kibbutzim meurent, pour qu'il y ait du sang nouveau qui arrive et qui continue à maintenir le kibbutz, il faut que l'idéologie du kibbutz meure, parce que les jeunes n'accepteront plus de vivre comme il y a 40 ans. Donc le kibbutz, pour qu'il continue à se maintenir... C'est ce qu'on a dit depuis le départ. L'introduction, elle dit, aujourd'hui il y a des kibbutzim qui marchent parce qu'ils ne sont plus kibbutzim. Je crois que c'est ce qui a été dit dès la première intervention. Quand ils ont abandonné l'idéologie du kibbutz, ça marche. Yoram de son côté dit non, chez nous on a encore l'idéologie du kibbutz. Je rappelle quand même que même chez les religieux, il n'y a plus tellement de... Ce qui me dérange, c'est que vous adoptez tous non, c'est vrai. Vous adoptez tous le sujet, le mot kibbutz à travail et argent. C'est tout. Ah non, pas du tout. On parlait justement de valeurs sociales, de collectivité, qu'on a l'impression que ça n'existe plus. Même s'il y a le côté privatif, et le type il a sa voiture, il a sa maison et son château et tout ce qui va derrière, quand il est dans un kibbutz et qu'il décide de rester en kibbutz, c'est qu'il y a une raison. Il ne reste pas comme ça, stam. Il y a une raison. Et cette raison, c'est justement ce côté de vie en société, comme on a dit tout à l'heure, d'adiout, de réciprocité, d'aide de l'un à l'autre, et je suis bien. Il n'y a pas que ça. Oui, c'est réduit à son minimum. Messieurs, dames, merci d'avoir participé à cette soirée. J'espère vous retrouver lors des prochaines soirées sur d'autres thèmes très prochainement. Voilà, donc ceux qui veulent acheter des livres le peuvent chez l'auteur directement. En l'occurrence, pas nécessairement le dernier, mais apparemment il ne vend pas son dernier livre. Voilà. Ça.